Je n'ai rien inventé, cher ami. Chaque jour, allant me promener, je voyais ces personnages. D'ailleurs, dans cet état, c'est ainsi qu'on finit. Les vignerons, les cultivateurs que ce tableau séduit beaucoup, prétendent que j'en ferai 100, que je n'en ferai pas un plus vrai. Ici, les modèles sont à bon marché. Tout le monde voudrait être dans l'enterrement. Jamais je ne les satisferai tous. Je me ferai bien des ennemis. On déjà posé le maire, qui pèse 400, un des bedeaux, avec un nez rouge comme une cerise, mais gros en proportion et de 5 pouces de longueur, le curé, le juge de paix, le porte-croix, le notaire, l'adjoint Marlet, mes amis, mon père, les enfants de chœur, le fossoyeur, 2 vieux de la Révolution de 93, avec les habits du temps, un chien, le mort et ses porteurs, les bedeaux, mes sœurs, d'autres femmes aussi, etc. Seulement, je croyais me passer des 2 chantres de la paroisse. Il n'y a pas eu moyen. On est venu m'avertir qu'ils étaient vexés, qu'il n'y avait plus qu'eux de l'église que je n'avais pas tiré. Ils se plaignaient amèrement, disant qu'ils ne m'avaient jamais fait de mal et qu'ils ne méritaient pas un affront semblable, etc., etc. Il faut être enragé pour travailler dans les conditions où je me trouve. Je travaille à l'aveuglette. Je n'ai aucune reculée. Ne serais-je jamais casé comme je l'entends? Enfin, dans ce moment-ci, je suis sur le point de finir 50 personnages grandeur nature avec paysage et ciel pour fond sur une toile de 20 pieds de longueur sur 10 de hauteur. Il y a de quoi crever. Vous devez imaginer que je ne me suis pas endormi. Un énorme scandale. Ça a été effectivement une espèce de coup de poing dans la figure du public. Bien sûr, Courbet n'était pas inconscient de ce qu'il faisait en peignant ce tableau, mais on lui a prêté une intention de choquer qui dépasse infiniment ses intentions. Son but essentiel n'était pas de choquer, son but était de réaliser ses objectifs de peintre, d'aller jusqu'au bout de sa démarche. Et il a été le premier surpris de la violence des réactions. Il y a pris aussi un certain plaisir. Il y a sans aucun doute chez Courbet une part de provocation. Oui, qui ne dédaigne jamais. Il y a un gauchissement de son propre personnage. Il construit sa propre image. Et d'ailleurs, à bien des égards, il est victime de cette image. Aujourd'hui encore, la complexité de la peinture de Courbet, la part immense de poésie qu'il y a dans son art et qui, à mon avis, font de lui un grand romantique à l'égal de Géricault ou de Delacroix. Dans une grande part de son œuvre, tout cela reste souvent inaperçu à cause de l'image du colosse hâbleur et grand buveur de chope, du beau parleur de brasserie que Courbet a lui-même cultivé. Mourant d'une cirrhose du foie, pour ajouter au tout. Courbet ne lésinait pas effectivement sur la bouteille. Mais selon vous, Pierre Georgel, qu'est-ce qui a choqué exactement dans l'enterrement à Ornans? Ce qui a choqué, encore une fois, ça n'est pas le sujet, puisque des scènes de la vie villageoise, on en voyait chaque jour. Ça n'est pas non plus une affectation de vulgarité. Il y a, sauf dans quelques tableaux volontairement provoquants, comme l'énorme tartine anticléricale intitulée Le retour de la conférence du curé en goguette, qu'il peint dans les années 1860, il n'y a jamais chez Courbet la moindre forme de vulgarité provocante. C'est simplement le fait que la réalité se présente à l'échelle qui jusque-là était dévolue à la peinture de la tradition idéale. C'est précisément parce que des personnages exclus du domaine de l'idéal, sans emprunter aucun des voiles ou des oripeaux prétendument embellissants dont il était d'usage de les accommoder, se présentent dans les formes mêmes de la grande peinture, de la grande tradition, que le public a été le plus violemment choqué. Il aurait probablement accepté à peu près l'après-dîner à Ornans ou les casseurs de pierre dans des petites toiles du format d'une peinture de genre, même si elles étaient peintes de façon
plus heurté et avec un contact plus brutal avec le sujet que dans la peinture de genre contemporaine. Mais dès lors que toutes ces propriétés étaient portées à l'échelle et dans les formes de la grande peinture, cela devenait une espèce d'usurpation insupportable. Et puis il faut ajouter que ces tableaux interviennent en 1850, c'est-à-dire en plein contexte politique de la Seconde République, dans un moment de reflux des espérances et des illusions du début de la Révolution de 1948. On est à la veille du coup d'État. Et on est surtout le public parisien du salon, et la majorité de ce public est un public bourgeois, vit dans la hantise d'une reprise de la Révolution, et plus particulièrement d'une jacquerie. C'est l'époque du spectre rouge de Romieux. Et dès l'instant que ces paysans, qui pourtant, il suffit de les regarder, n'accomplissent aucun acte particulièrement menaçant, ils sont juste là, sont même réunis pour sacrifier à la tradition et dans un contexte religieux, sous l'égide du crucifix. Le simple fait de les montrer, et de les montrer à l'échelle, j'y insiste, de la grande peinture, fait ressurgir consciemment ou inconsciemment le spectre rouge. C'est là qu'on craint que Courbet ne soit le messie de l'art démocratique. La notion d'art démocratique ne peut pas évidemment être définie de façon bien rigoureuse, mais si elle signifie que, entre autres choses, que cet art érige à un niveau de totale dignité, érige comme sujet à part entière de l'art le commun des mortels, de même que les paysages ordinaires d'une campagne française, au lieu des paysages virgiliens ou romains, tirés d'autres sources de la fable antique du paysage néoclassique, eh bien, il y avait là effectivement une dimension potentiellement séditieuse, ou en tout cas dont on comprend qu'elle était perçue comme telle. D'autant plus qu'on ne sait pas qui on enterre ainsi à Ornans, que c'est donc une sorte d'anonymat le plus complet qui repose sur le personnage donc qui fait l'objet de cette manifestation. Oui, mais ça c'est justement un des ressorts essentiels du réalisme. Oui, précisément. C'est-à-dire que la peinture d'histoire classique se fondait sur la représentation de figures héroïques. Oui. De figures donc investies d'une supériorité sur le commun des mortels. L'un des grands axes de la révolution de Courbet, c'est que c'est le commun des mortels dans son anonymat qui est érigé à la place du roi, si vous voulez. C'est le mort inconnu qui tout d'un coup prend figure de symbole, puisque le mort et le vivant inconnu. Et tout d'un coup, effectivement, c'est tout ce qui est autour du mort qui prend toute sa force symbolique. L'anonymat est même si les bonnes gens d'Ornans reconnaissaient un à un tous les personnages du tableau, ce qui est important, c'est que ce soit des inconnus pour ceux qui vont les découvrir au salon, et que ce soit précisément des inconnus, des gens ordinaires. C'est le quotidien, c'est le banal, c'est le trivial, si l'on veut affecter un sens péjoratif à cette réalité, qui fait la réalité, et c'est cette réalité qui est intronisée dans toute sa plénitude, dans les formes mêmes de la grande tradition, avec le sentiment plastique qui animait les artistes de la grande tradition. Et c'est là qu'est l'essentiel de la Révolution. Et c'est là qu'elle est aussi le plus durable, au-delà du contexte historique qui la rendait particulièrement inquiétante. Et puis, en 1863, voici que Courbet réalise une commande pour un diplomate turc, un certain Khalil Bey, très amateur de peinture. Il possédait déjà en sa collection le bain turc d'Ingres. Ainsi apparaît
l'origine du monde, qui continue à faire couler beaucoup d'encre, souvent inutile, et qui trouble toujours l'œil petit bourgeois. On raconte ainsi que le ministre de la Culture de l'époque, qui en 1995 dut présider l'installation du tableau au musée d'Orsay, refusa de se laisser filmer par les télévisions devant ce sexe féminin, pour ne pas choquer ses électeurs. Courbet dérange toujours. Jacques Henrique, écrivain. Il faut dire deux mots quand même du tableau. C'est une femme donc qui est couchée, un corps de femme qui est couché donc sur un lit avec les draps qui masquent la tête. On voit un sein, on ne voit pas les membres. C'est un corps acéphale et c'est un corps sans membres, du moins les membres inférieurs sont coupés à peu près au niveau des cuisses. Le sexe est largement exposé en premier plan. Et donc toute la vue se focalise vraiment sur le sexe. Donc c'est un tableau de sexe. Et c'est un tableau, à mon avis, qui a fait scandale pour ça, parce que d'une part, il y a le problème de la pilosité. C'est très rare dans une peinture qu'on présente comme ça la toison pubienne de cette façon-là. Pourquoi cette présence de la toison pubienne fait-elle encore scandale? Je crois que c'est parce que la trace de l'animal chez l'homme, elle est là. Dire que cette femme, que ce corps de femme qui est à l'image de Dieu a aussi une trace animale est quelque chose de scandaleux. Françoise Gaillard, philosophe. Au fond, qu'y avait-il de si profondément choquant dans la toile de Courbet, dont il faut dire au passage que c'est un superbe morceau de peinture? Courbet ne triche pas. Il ne triche pas, il montre. Mais que nous montre-t-il en fait? Il me semble, et c'est là où il faudrait accorder du poids au titre de l'œuvre, il nous montre quelque chose qui relèverait de la génitalité pure, de la génitalité privée au fond de ce qui la part de ses troublants attraits, c'est-à-dire la femme. C'est comme si Courbet voulait nous dire que c'est de ce sexe, c'est de cette bouche d'ombre que nous sortons. C'est comme si ce sexe était là pour énoncer la vérité quasi interdite de notre origine. Ce sexe dont la toison fauve évoque une trouble parenté avec l'animal s'ouvre en quelque sorte sur la nuit de notre origine. Or, au temps post-darwinien, ce qu'il y a d'imaginairement nocturne dans notre origine, et Freud s'en souviendra, porte un nom qui sonne comme une sorte de menace, la bestialité. Et l'origine du monde, me semble-t-il, ce tableau si étonnant, nous dit que c'est de cette béance qui communique avec la bestialité que nous sortons. Et que c'était ça le fantasme fin de siècle, cette peur du retour de la bête humaine, le retour du ça, nous dira Freud. C'est comme si de la bête originelle, il restait toujours quelque chose. Et ce tableau m'a frappée parce que j'y ai vu, au fond, comme une sorte de figuration, non seulement du fantasme fin de siècle, mais de la raison même de sa misogynie. Au fond, le sexe de la femme est en quelque sorte le vecteur par lequel l'archaïque peut toujours faire retour chez le civilisé. La peur de cet abîme où risque de s'engouffrer la raison, comme si le processus de civilisation n'était jamais acquis, comme si la bête, par le sexe féminin, le sexe dans sa nudité, déshumanisé en quelque sorte par le cadrage étonnant de ce tableau, rappelait l'homme à cette origine dont il n'arrive pas ou dont il n'arriverait pas à se défaire, qui se réveillerait ou qui risquerait de se réveiller en permanence en lui. Cette grande peur de la sexualité qui est à la base aussi de toute la théorie analytique.